Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations. J'ai été élevé dans l'amour de ma patrie. Mon père était ancien combattant en liaison de la guerre 14-18 et mon parent était capitaine de cette époque-là. Quand ils se réunissaient tous les deux, c'était pour, quand ils se réunissaient du moins, c'était pour parler toujours de la guerre et tout ça. Alors moi je restais les écouter et forcément ça finissait toujours dans les larmes, tellement j'étais ému d'entendre ça. Puis est venue la guerre de 40. Alors à 40, le pays où j'habitais, qui s'appelait Martilly-et-Bouillon, a été envahi par les Allemands. Et le SS qui commandait la commandature lui donnait des leçons de français tous les jours. Il arrivait à 11h, il repartait à midi. Alors je ne voyais pas ça d'un très bon œil, ni mon grand-père non plus. Alors mon grand-père, à 11h, le SS arrivait par la porte de la cuisine, mon grand-père arrivait par la porte du magasin. Celui-ci s'asseyait auprès de la cheminée, et pendant que durait l'heure de la leçon, eh bien, mon grand-père restait les bras croisés à écouter. Alors, ça m'avait déjà mis de mauvaise humeur après les Allemands. Après, je suis arrivé à Nantes. À Nantes, un matin, on habitait quai d'Herbe, j'ai vu un milicien arriver avec un collier de chien, un Allemand, un collier de chien, comme on les appelait, parce qu'ils avaient une grande plaque sur la poitrine, et ils sont venus perquisitionner chez moi. Je leur ai demandé ce qu'ils cherchaient. Il dit un revolver. Revolver, arme, mais moi, il n'y a pas de revolver chez moi. Il y a pistolet, il n'y a même pas un pistolet à peinture. Étant donné que mon mari était peintre, on aurait pu lui trouver un pistolet à peinture, mais non, pas du tout, il n'y a pas de pistolet à peinture chez moi. Bon, les voilà partis. 3 jours après, les voilà qui arrivent. Encore. Je dis décidément, qu'est-ce que vous voulez? Alors ils me disent, on veut perquisitionner chez vous. J'ai perquisitionné si vous voulez, je vous ai dit que je n'avais rien. Il dit qu'est-ce que c'est que ce linge qui est sur une chaise là? J'ai dit, c'est mon linge, cette nappe. J'ai dit, c'est une nappe que ma grand-mère m'a offert pour mes 18 ans. Ah bon? Alors ils cherchent, naturellement ils n'ont rien trouvé du tout. Ah oui, mais moi j'étais enceinte de 4 mois et j'ai failli faire une fausse couche. Alors quand on a vu ça, j'ai dit, puisque c'est ainsi, moi je repars à Aigrefeuille, parce que je vais avoir mon bébé, je le désirais tellement. Je pars à Aigrefeuille, au château de la Gondry, et comme ça, je remets mon bébé normalement. D'accord, me voilà parti. Alors nous, on a encore été envahis par les Allemands, alors là, c'était un peu moins rigolo, parce qu'on avait un monsieur qui était caché dans le château. Alors il est allé se cacher dans les mansardes, et des mansardes, il est passé sur le toit. Il y est resté 3 jours sous une pluie battante, le pauvre homme. Ce qui faisait qu'après, il a été malade. Les Allemands sont restés 3 jours, envahissant tout partout, nous laissant tout juste de quoi coucher et faire notre cuisine. Alors tout ça, ça n'arrangeait pas le tempérament. Bon, alors après, ça se passait, donc j'allais souvent à Nantes. Mon fils est né le 4 décembre. Alors 4 décembre, je ne sortais pas. Le janvier, février, moi je commençais à en embarrasser de rester enfermé. Je suis reparti sur Nantes en laissant mon bébé à ma nourrice. Bon, et là j'ai fait connaissance je connaissais déjà un monsieur qui faisait un contrôleur de chez moi que j'avais eu l'occasion de connaître au cours de mes voyages, parce que quand j'allais d'Aigrefeuille à Nantes. Ce monsieur-là, ce jour-là, il m'avait un peu questionné sur ma famille, sur tout ça. Et ce jour-là, il me dit, vous rentrez, parce que je voyais bien, j'arrive d'Aigrefeuille, alors j'ai pas dîné, mais il me dit, je vous invite au restaurant, si vous voulez. Nous voilà partis au restaurant, chez un monsieur qui s'appelait Robert Foucault, rue des Olivettes. Nous voilà partis là,
Et puis tout d'un coup, il me dit, dites donc, vous n'avez pas l'air de beaucoup apprécier ces messieurs. Moi, je dis non, pas du tout. Hein. Et moi, je suis française et ça me gâche la vie de les voir comme ça. Elle me dit, écoutez, est-ce que ça vous... Je suis dans la résistance, est-ce que ça vous... Je vous fais confiance, je suis dans la résistance, est-ce que ça vous... Vous voudriez y rentrer vous aussi? Ah ben, moi, j'ai pas fait tout de suite, j'ai dit oui. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. Ah oui, mais je ne savais pas où j'avais mis la main. Mais là, je ne regrette rien, j'ai fait ce que je devais faire. Et là, maintenant, à partir de là, forcément, je faisais des allers-retours entre Aigrefeuille et Nantes. Je disais donc que j'avais fait des allers-retours entre Aigrefeuille et Nantes. Mais après, je suis resté à Nantes, j'habitais 11 place de la République. J'habitais 11 place de la République à Nantes. Et je retrouvais, on m'a présenté forcément à Dieujean. Alors, j'ai connu ainsi Jean Drany, et puis d'autres mondes, le colonel Pindel, etc., un tas de monde qui étaient dans la résistance. Alors moi, j'étais surtout agent de liaison entre ceux qui étaient à l'extérieur. On se retrouvait souvent au café du Rocher de Cancale, derrière chez Drouin, ou alors chez moi, et ça dépendait forcément de... Mais alors, où ça s'est corsé, c'est que, forcément, le Drouin amenait un monsieur qui s'appelait Tostiva, un nom comme ça. Tostiva, un nom comme ça. Je n'ai pas jamais tellement su bien correctement son nom. Il amenait des jeunes gens de Nord-sur-Erdre. Et là, il fallait aller les chercher au Drouin. Je les emmenais chez moi. Je les cachais, suivant, ça dépendait un jour, 2 jours. Et ensuite, quelquefois j'en ai eu jusqu'à 5. Alors je les emmenais un par un, 2 par 2. Un qui venait avec moi, l'autre qui était derrière, qui suivait. Alors je les emmenais. Alors on avait fait attention que le chef de gare de la gare de l'État prenait tous les jours le tramway à 11h, à midi, et rentrait à 2h. Alors donc il fallait, pour pas me trouver avec lui, que je parte ou après-midi quand il était rendu, et que je revienne avant 2h, ou que je parte après 2h pour pas me trouver avec ce monsieur-là. Marc, il était très correct, mais enfin, quand même, c'était pas la peine de se trouver ensemble. Alors, j'allais donc chercher ces messieurs. Alors, j'étais aussi agent de liaison entre la rue Gare-de-Dieu, un commissaire de police qui s'appelait Bourse, et je passais pour sa cousine. Alors, d'Aigrefeuille, je rapportais souvent des œufs, j'allais porter des œufs rue Gare-de-Dieu, et quelquefois dans les œufs, il y avait autre chose, il y avait des cartes d'identité, parce que j'avais dans ma cheminée un petit sac en jute, comme un nourrice m'avait fait, et dedans j'avais les cachets de la préfecture pour faire des fausses cartes d'identité. Alors quand le temps était clair, je faisais des fausses cartes d'identité au nom que Jean Drany me donnait. Et on mettait les cachets dessus et tout ça. Alors les garçons qui venaient chez moi, ils couchaient dans la chambre à coucher, ils couchaient à 4 ou 5 dans le même lit, mais enfin ça faisait rien. Le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, ça dépendait du temps clair. Soit le Drouin s'arrêtait à ma porte et puis j'en faisais grimper 1 ou 2, puis je les accompagnais jusqu'à Montbert, puis je les mettais sur la route pour aller dans un maquis qu'il y avait par là. Ou alors, à ce moment-là, quand c'était pas possible, le Drouin ne s'arrêtait pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui empêchait qu'il s'arrête. Soit des gens, soit on ne peut pas savoir. Et alors à ce moment-là, je les emmenais jusqu'aux 3 Moulins, et je leur indiquais par où passer pour rejoindre, ils passaient par les petites routes pour rejoindre soit le château, soit le maquis du Bois-Joli. Il m'est arrivé quelquefois de prendre le tramway et de me trouver avec le chef de gare allemand de la gare de l'État. Alors, j'avais raconté ça à Jean Drany qui m'avait dit, ne lui fais pas la tête, parce qu'on ne sait jamais, un jour ça peut te servir. Ah bon? Alors, comme il était très correct, bonjour monsieur, au revoir monsieur, bon voyage, etc., etc. Puis un jour, il me dit, où allez-vous comme ça? Je m'en vais à Aigrefeuille chercher du ravitaillement. Oh, il dit, vous avez... j'ai dit, oui, je vais quelquefois chercher des œufs. Oh, il dit, ça vous dérangerait de m'en rapporter quelques-uns? Oh, j'ai dit, non, pas du tout. Pas du tout, je vous en rapporterai la prochaine fois que j'irai. Bon, très bien. Quelques jours après, je vais à la gare, et puis je lui dis, tenez, monsieur le chef de gare,
je vous apporte des œufs. Bon, très bien. Alors, je raconte ça à Jean Trani, qui m'a dit, ben tu sais, hein, cultive cette relation-là parce que ça peut servir, ça peut servir. Bon, ben je dis d'accord. Mais bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. Alors un jour, il me dit comme ça, ah, j'ai dit, tiens, j'ai dit, demain je m'en vais à Greffel, je m'en allais dans le tramway, il dit, j'allais chez le Rouin, sûrement. Il dit, demain je vous rapporterai des œufs. Ah ben, il me dit, très bien, madame, il dit, avec plaisir. Oh, il dit, vous savez, je vous estime parce que vous pas putain. Merci, monsieur le chef de gare. Bon, quelques jours se passent, Jean Trani me dit, dis donc, il dit, tu sais pas, il dit, il va falloir que tu te dévoues. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un train d'épouillage qui va passer, qui vient de Chantenay, qui va passer dans la gare de l'État, et il faut faire repasser un pain. Oh, ben, je dis, non, ça va pas être facile. Ben, il dit, si. Il dit, tu vas te débrouiller. Il dit, débrouille-toi. Bon. Alors, je dis, mais comment à qui je vais faire passer un pain? Ben, il dit, il faut d'abord que tu montes dans le train, après tu iras par la fenêtre qui donne sur la voie, parce que le train qui est en gare, c'est un train qui va à Châlons, il sera sur la première voie. Le train qui arrive de l'épouillage sera sur la deuxième voie. Alors, il dit, tu baisseras une vitre, puis tu t'allongeras, puis tu verras, il y a un monsieur qui sera dans les water de l'autre train, tu lui tendras le pain. Ah bon, très bien. Ben, j'ai dit, oui, mais ça va être le coup de penser. Alors, bon, passons. Alors, c'est le moment de le dire. Alors, je dis, le chef de gare me dit, où allez-vous? Il dit, ben, je vais jouer un ticket de quai, parce qu'il faut que je vais passer sur le quai, parce que le train de Châlons est arrivé, puis j'ai ma cousine qui est dedans. Je voudrais lui dire au revoir. Alors, il me dit, vous savez, hein, aujourd'hui, c'est pas possible. Je dis, comment ça, c'est pas possible? Oh, ben, dis non, il y a un train qui vient de Chantenay, et puis on a consigne de laisser passer personne. Oh, ben, je regrette, vous avez bien laissé passer ma cousine. Alors, pourquoi moi je passerai pas? Je dis, surtout, c'est juste pour lui dire au revoir. Alors, il me dit, oh, ben, écoutez, parce que c'est vous, vous allez passer. Mais il dit, je vous en prie, ne passez pas par le portillon de sortie, parce qu'on risque d'avoir des ennuis. Il dit, repassez par mon bureau, puis je vous ferai sortir. Merci, monsieur le chef de gare. Je monte, je regarde, comme si je connaissais quelqu'un. Bon, j'aperçois une pauvre femme, là, assez âgée, qui était dans le train de Châlons. Alors, je monte, et puis je dis, bonjour madame, excusez-moi, mais si on vous demande quelque chose, vous dites que vous êtes ma cousine. Elle me dit, je vous connais pas, je dis, cherchez pas à comprendre. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous êtes ma cousine. Bon, le chef de gare qui passe sur le quai, puis qui regarde, là, comme ça. Alors j'ai fait un petit bonjour en passant, puis bon, il file, puis il retourne dans son bureau. J'en ai pas large, hein. Alors je baisse la glace du wagon, puis effectivement, il y a un train d'épouillage, le train qui passe, avec des Français dedans, car il est donc de Chantenay. Et tout d'un coup, je vois un bras qui se tend. Alors, c'est pas très large, il devait le tenir parce qu'il avait le corps moitié passé par le machin. Alors, en vitesse, j'ai passé le sac, il l'a attrapé, et forcément, j'ai su après qu'il y avait une lime à l'intérieur du pain, et que dans la nuit, ils avaient découpé le fond de leur wagon, et qu'il y en avait plusieurs qui s'étaient échappés. Dont un qui est venu en pleine nuit frapper à ma porte, le signal convenu, c'est-à-dire 3 coups, 1 coup, 3 coups. Et puis bah, j'ai ouvert et puis il s'est présenté, il a dit qu'il s'était échappé, bon bah, j'étais au courant. Alors j'ai dit bah, c'est très bien. Alors après bon, ils sont venus me chercher, il y en a d'autres qui sont venus me chercher et puis qui l'ont emmené, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. J'avais su que ça devait être un avocat de Rennes. On m'avait dit qu'il devait être avocat de Rennes, mais comme je ne cherchais jamais à comprendre, parce que on nous disait toujours, moins vous en savez, mieux ça. Alors, ça se passait toujours pour le mieux. J'avais des petites missions comme ça. Un jour, on était au rocher de Cancale. Ah, là, les Allemands qui se pointent. J'étais avec Jean Trani, qui était en train de me donner des consignes pour certaines choses. Bon, tout d'un coup, je sens quelque chose qui se passe dans mon dos. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'était dur, c'était un revolver qu'il était en train d'essayer de glisser entre le coussin et puis le dossier dans mon dos. Puis il me prend par le cou, comme ça, puis il était en train de m'embrasser. Les Allemands arrivent et puis ils disent pas pire. Alors il y en a un qui dit, c'est des amoureux. Alors bon, ben ils filent, ils nous demandent rien à nous, ils filent plus loin, pas pire. Madame Jean, qui devait sûrement être au courant de ce qui se tramait, elle était verte. Oh, elle dit, dites donc, elle dit, voilà, oh là là, un autre jour, c'était pareil. Encore chez eux. Bon, elle me dit, j'étais montée dans une chambre pour, je sais pas quoi faire. Ben si, parce que c'était quelqu'un qui était caché dans cette chambre-là. Alors c'était pour l'emmener. Là qui vient, puis elle me dit, ne redescendez pas. Elle dit, les Allemands sont en bas. Ah ben je lui ouvre la fraîche. Qu'est-ce que je vais faire?
Alors il dit, vous bougez pas, puis quand ils seront partis, il a dit, j'aimerais les chercher. J'espère qu'ils vont pas venir dans les chambres. Alors le gars qui est avec moi, je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire qu'il n'y aura pas 50 solutions. Il dit, on se met sous les draps, et puis ils croiront qu'on est encore des amoureux. Bon, ben marchons. Ma foi, ils nous ont pas dérangés. Bon, allez, chacun a pris la porte après, et puis elle est rentrée. Bon, un soir, j'avais une valise. Alors dans la valise, il y avait certainement il y avait des cartes d'identité, fausses naturellement, des œufs par-dessus, puis peut-être un morceau de veau, c'est possible. Je ne me rappelle plus tellement pour la viande de ce que c'était. En fait, ça fait rien. Comment il y a eu alerte? Bon, madame me l'a coincé par l'alerte. Ah bah oui, mais c'est que le couvre-feu était sonné, il fallait bien que je rentre chez moi, je ne savais pas comment faire. Bon, ben je m'en vais. Puis dans la rue, c'était pas dans la rue des Olivettes, c'était dans la rue Fourré, ou dans la rue... Non, dans la rue Fourré. Tout d'un coup, il y a une lampe électrique qui se rentre dans ma figure, puis qui dit comme ça, où allez-vous, madame? J'ai dit, je rentre chez moi. À cette heure-ci? J'ai dit, oui, c'était le fameux chef de garde de la gare de l'État. Alors il me dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit, j'arrive des Grefeuilles. Et puis, j'ai dit, pour que je rentre chez moi. Ah ben, il dit, vous passerez pas, le pont de la Madeleine est fermé ce soir. Oh ben là, j'ai dit, moi, je ne vais tout même pas coucher dans la rue. Alors j'avais grand peur, hein, parce que je me disais, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh ben non, j'avais grand peur qu'il me dise autre chose. Bon, mais non, pas du tout. Alors je dis, ben, vous pouvez pas me faire passer? Oh ben, il dit, si, il dit, je veux bien. Bon, il m'a amené jusque chez moi, au bord de la route. Puis je me disais, pourvu qu'il me dise pas, montez donc, je vais monter avec vous prendre un café, parce que je savais que Jean Tranier était là avec des garçons dans la maison. Vous avez eu une réunion. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors je suis restée, je dis, merci monsieur le chef de gare. À demain, j'irai vous porter des œufs. Ce soir, je suis fatiguée, je m'en vais me coucher, je vous apporterai des œufs demain. Le lendemain, j'ai bien été lui porter des œufs. Seulement en cours de route, j'avais entendu une voix de quelqu'un, ça devait être un employé chemin de fer, qui m'avait maltraité, salope, quelque chose comme ça. Ah bon? C'était mon frère. Le lendemain, bon, je dis rien, je m'en vais je descends pour aller, je sais pas où, à la boucherie sans doute. Là, mon frère qui arrive. Alors il me dit comme ça, dis donc, il dit, c'était bien toi hier soir, qui étais dans la rue Fourré avec le chef de gare? Je dis, oui, bien sûr, c'est lui qui portait ma valise. Ah bon, il dit, je dis, oui, mais seulement tu t'es trompé d'adresse, parce que tu m'as traité de salope, alors c'est pas du tout ça. J'ai dit, toi, quand tu fais sauter un train ou quelque chose comme ça, quand tu fais dérailler un train, tu vas pas le dire à tes copains avant. Et ben moi, ce que je fais, je le dis pas non plus. Je suis du même bord que toi. Alors la prochaine fois que tu me verras comme ça faire quelque chose qui te paraît insensé, bah tu penseras que ta sœur est dans la résistance et puis c'est tout. Ah bon, il dit excuse-moi, ben, on juge pas sans savoir. Mais alors le plus fort, c'est que forcément, quand le soir, la veille au soir, j'étais rentré chez moi, j'ai frappé pour qu'on m'ouvre au signal convenu. Bon, ben j'ai frappé. Oui, j'ai frappé, alors forcément on m'a ouvert. J'ai poussé la valise et je me suis mise à rire. J'ai ri tellement, les personnes pouvaient me demander ce que j'avais, j'en ai fait pipi dans ma culotte. Alors quand j'aurais raconté le coup, ben ils ont dit, dis donc, t'avais vraiment pas peur, qu'il me dit Trani, t'avais pas peur. Ben j'ai dit, si, j'avais la frousse, mais fallait quand même bien que je me débrouille pour arriver jusque chez vous. Ben dit, en attendant, nous on avait une belle peur, parce qu'on demandait bien ce que tu étais devenu. Alors, ça, une autre fois, ah ben oui, si c'était encore... un jour, bon c'est pareil, un vendredi soir, je travaillais aussi, j'étais à la Défense passive. Et j'étais au blocus de la Bretagne avec le docteur Nino. Et j'étais pas de service un dimanche, j'étais pas de service. Bon, ben j'ai dit, je vais aller à Aigrefeuille, passez-moi le week-end. Bon, voilà parti à Aigrefeuille. Très bien. Alors, je vais pour monter dans le car. Oh là là, un Allemand, la main sur l'épaule. Par ici, madame. Ils m'ont fait monter dans un car. Puis je me suis retrouvée à l'école Saint-Clément. J'y suis restée 3 semaines. Eh ben, dis donc. Alors, j'ai su, on nous avait dit, c'était un brigadier qui était à la porte, il m'a dit, dis donc, il dit, c'est pénible parce que vous partez en Allemagne demain. Ah ben, j'ai dit, dis donc, mais en Allemagne, mais pourquoi? Ben, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il dit, vous êtes arrêté, je ne sais pas ce qu'il y a eu quelque chose, on vous a surveillé chez Drouin, et puis on l'a su que vous partiez demain en Allemagne. Ah ben j'ai dit ça ne m'arrange pas. Ma foi, on y a échappé parce que il y avait une kermesse à Nord-sur-Erdre. Et les jeunes de Nord-sur-Erdre, chose que les Allemands n'avaient pas le droit de faire, les jeunes de Nord-sur-Erdre ont été arrêtés et mis dans le train que nous on devait prendre le lendemain.
Ben oui, mais moi, c'est que je voulais pas me laisser faire. Alors, tous les jours, je disais au brigadier, vous me demandez une audience, pas des chefs, moi, j'ai rien fait. Alors, demandez-moi une audience. Bon, au bout des 3 semaines, je commençais vraiment à me demander si j'aurais quelque chose ou pas. Au bout des 3 semaines, on me dit, tiens, vous allez à la question demain. Alors, de temps en temps, les résistants passaient dans la rue, de l'autre côté de la rue, c'est la rue Saint-André, oui, je crois. Non, pas rue Saint-André, si, c'est ça. Il y a la rue Saint-Clément d'un côté, mais de l'autre côté, l'école donnait au-dessus d'une rue. Je crois que c'est la rue Saint-André. Et on descendait un panier, puis on mettait des billets dedans. Puis de temps en temps, quand il y avait un gendarme qui était gentil, il me laissait sortir sur le pas de la porte, puis il me disait surtout revenez, parce qu'autrement, c'est moi qui va payer. Je disais oui, bien sûr, vous allez revenir. Je revenais. Alors je leur parlais. Quelquefois c'était Jean Tranier, quelquefois c'était le contrôleur de Drouin, là, qui venait. Alors, j'ai dit, madame, demain, moi je vais à la question, hein. Alors, si je tourne rue Sully, j'ai une chance de m'en tirer, mais si je tourne à gauche, c'est la Gestapo, alors là, descendez-moi avant que je sois rendu, parce que si vous n'avez pas de strychnine sur vous, ils m'ont dit non, on n'en a pas. Mais il dit, ne t'inquiète pas, c'est bon, j'ai eu une chance, je suis tourné à la rue Sully. À la rue Sully, c'est un Allemand qui m'a fait aller dans son bureau, il m'a dit, signez ce papier-là. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous signe? Il dit, vous connaissez pas l'allemand? Je dis, pas du tout, hein. Mais j'avais quand même bien vu que si j'avais menti, j'allais aller dans un camp de concentration, j'allais être déporté. Oh, j'ai signé tout ce qu'il a voulu, je dis, c'est bon. Puis tout d'un coup, l'idée m'est venue. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous me reprochez au juste? Ah, il dit, vous êtes terroriste. Je dis, moi, terroriste, ça ne sûrement pas. Je dis, écoutez donc, j'habite place de la République. Non, j'ai pas dit que j'habite à place de la République. Mais si. Il dit, j'habite place de la République. J'ai dit, demandez donc aux Allemands qui sont à côté, qui c'est qui leur donne du ravitaillement quelquefois, et qui leur donne des allumettes. Ah, il n'y avait pas... je l'ai vu qui frissonnait sur le téléphone, qui a baragouillé en allemand, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Le pauvre petit paysan, là, qui arrive, bien crotté, bien machiné. Puis il dit, que faisiez-vous là, madame? Madame, j'ai dit, j'ai été arrêté, il paraît que je suis terroriste. Il dit, taisez-vous, madame, qui dit l'officier allemand, taisez-vous. Alors il est venu, puis il a demandé au bonhomme si c'était vrai. Ah, il dit, oui, c'est vrai, la dame nous donne des œufs, des allumettes, c'était toujours leur sapristi d'allumettes. La dame nous donne des œufs, des allumettes. Il dit, c'est sûrement pas une terroriste, hein. Alors, quand je les ai revus, après, j'ai été 3 semaines quand même, j'y suis encore resté 3 ou 4 jours, ils m'ont relâché. Et il y avait un monsieur avec moi qui s'appelait Monsieur de Saint-Deau. Ah, je peux pas dire. Pendant que j'étais là, que j'étais ces 3 semaines-là, enfermé, eh bien, je peux pas dire. Je n'étais qu'avec des bons hommes. Il y avait des mendiants, il y avait des clochards, il y avait de tout. Mais aucun n'a été incorrect. Seulement, ce que j'avais vu, c'était que quand j'étais en train d'attendre que l'officier allemand me reçoive, j'avais vu un espèce de mendigo qui touchait des papiers verts de ce bonhomme-là, de l'argent. Quand j'étais revenu à l'école Saint-Clément, qu'est-ce que je vois? Le bonhomme qui était là. Ah, ben mon vieux, alors j'ai dit au brigadier, là, j'ai dit, dis donc, hein, le bonhomme qui vient de rentrer, eh ben, c'est sûrement un mouchard. Il me dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, je dis, parce que je l'ai vu qui touchait de l'argent de l'Allemand qui m'a questionné, il lui a donné toute une liasse de billets. Ah bon, qui dit? Ben, il dit, on n'a pas fouillé sa musette. Ben, j'ai écouté donc, hein, vous allez voir. Alors, c'est ce qu'il fait. Il dit, dites donc, monsieur, là, il dit, venez donc là, vous. Il dit, vous n'avez pas, faut vider votre sac parce que on n'a pas le droit de rentrer quelque chose dans le camp, quoi. Ah bon, alors ils donnent. Et effectivement, ils ont trouvé les billets verts, ils ont bien vu que j'avais pas menti, que c'était vrai. Alors il me dit, ça c'est un mouchard. Ah ben ça n'a pas été long, parce que tout le monde l'a su, puis il a été mis en quarantaine, personne ne lui parlait. Mais alors là, je peux dire que moi j'étais respecté, il m'avait mis une espèce de porte-serviette tout autour de mon lit, si on peut appeler ça un lit, c'était un brancard, ni plus ni moins, un lit de camp, couchait dessus. Et ben, il m'avait mis puis pour aller à la toilette, et bien le matin, il y en avait toujours un qui se dévouait pour tenir la porte, pour pas que les autres viennent. Il dit non, la demoiselle, elle est en train de faire sa toilette, alors faut attendre. Alors au bout de 3 semaines, et ben, quand ils m'ont vu revenir, ben, premier travail, j'ai été chez Drouin, premier travail, j'étais au rocher de Cancale. Tout le monde se demandait bien où j'étais passé, mais il le savait, il y en avait Trani le savait, parce qu'il avait vu le contrôleur à Drouin qui lui avait dit que j'avais été arrêté. Alors tout le monde était content. Et ça m'a pas empêché de recommencer après à reprendre mes activités. Alors, mes activités, ben, c'était toujours la même chose. Entre la rue Garde-Dieu, chez moi, la rue Garde-Dieu, et puis Jean Trani, puis la gare Drouin.
Alors on me donnait des lettres à les porter à un tel endroit, une autre à les porter dans une autre, etc., etc. Dans l'intervalle, j'étais toujours au blocos de la Bretagne, à la défense passive, avec le docteur Minot, à m'occuper des blessés sur la rue. Parce qu'avant, j'allais sur la rue, puis Minot avait vu que j'étais mieux dans mon élément à l'intérieur, en train de soigner les malades, que sur la rue à ramasser les morts. Alors bon, je partageais mes journées comme ça. Alors de temps en temps, je trouvais un mot dans ma boîte aux lettres, Suzette, il faut passer, je suis passé pour vous voir, vous n'étiez pas là, j'avais des commissions à vous donner, et je savais que c'était des fausses cartes d'identité à faire, que c'était Trani qui était passé. Alors bon, il revenait dans les temps d'après, puis je recommençais au moment de livre à faire des fausses cartes d'identité, etc., etc. Un jour, je m'en vais, c'était avant le maquis de Sacré. Un jour, je dis tiens, je vais aller à Aigrefeuille. J'avais une permission, je vais aller à Aigrefeuille. Il m'a parti à Aigrefeuille. Puis j'avais un voisin qui avait tué un veau. Alors il me dit tiens, voulez-vous emporter un bout de veau à vos amis? Je dis oui, bien sûr, parce que moi quand il tue un veau, je nous donnais toujours 2 côtelettes pour ma nourrice et pour moi. Alors il me dit voulez-vous l'emporter un morceau à Nantes? Il dit à votre ami là qui est restaurateur. J'ai dit sûrement ça va lui faire plaisir. Bon, j'arrive rue des Olivettes. Alors là, j'ai dit, tiens, le temps a l'air clair, je vais emmener mon bébé. Bon, je le mets dans la voiture et je l'emmène, bien m'en a pris. Alors, ma petite valise, les fausses cartes d'identité dans le fond de la voiture, parce qu'il y avait toujours un trou. Quand on voulait mettre 2 enfants, ils avaient un trou pour mettre les pieds. Et la petite cache par-dessus, le matelas, les fausses cartes d'identité dans le trou. Bon, et puis me voilà parti. La voiture sur le toit du Cardrouin, bon, je descends. Et puis je dis, tiens, je descends chaussée de la Madeleine. Alors je dis, tiens, comme ça, je vais pouvoir aller directement rue des Olivettes, porter la valise à Robert Foucault. Et puis c'est bon. Oui, mais je vais pour mettre la main sur la poignée de la porte du restaurant, il n'y avait pas de poignée de porte. Je regarde, qu'est-ce que je vois? Tout le monde aligné le long du bar. Et un soldat allemand qui tournait le dos à la porte, heureusement, et qui était en train de les braquer. Il y a une dame qui m'a aperçue, elle m'a roulé des yeux, l'air de dire Phil. J'ai filé, j'ai pas demandé l'argent de mon reste. Oui, mais arrivé au coin de la rue, qu'est-ce que je vois? La voiture allemande, là, l'espèce d'aérodynamique, là, leur voiture qui était là, la voiture de la Gestapo qui était là. Mon Robert, il l'entraînait. Alors là, j'ai toujours, à chaque fois que je revis cette scène, c'est plus fort que moi, je suis traumatisée, pas traumatisée, je suis peinée. Je vois mon Robert qui monte. Avant de monter, il a tourné la tête, il m'a vu avec ma voiture à Poupon. Il m'a lancé un regard que je n'oublierai jamais de ma vie. Un regard, non, je ne pourrai jamais l'oublier. Alors, je vais pour remonter l'autre trottoir, il y a un Allemand qui prend ma voiture de Poupon puis qui me la met sur le trottoir. Oh, j'ai fait la caïd, j'ai dit merci monsieur, avec un beau sourire en pensant moi-même que ça allait pas, quoi. Bon, oui, seulement, c'était convenu que je passais là, mais après j'allais chez Drouin. Bon, là donc encore parti chez Drouin, Rocher de Cancale, je trouve le père Totvin qui était là. Excusez-moi, je pleure. Le père Totvin qui était là, le Totvin, tout ce qui vient, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Thomasin, peut-être, non, c'est pas ça, c'est un nom comme ça. D'ailleurs, le nom est dans la chapelle du maquis de Sacré parce qu'il a perdu un fils, là. De Drouin, pour le prévenir, qu'il n'aille pas là, parce que c'est un traquenard qui leur tombe. Puis il dit, tu vas faire une chose, tu vas passer par la place de Saint-Pierre, à tel numéro, tu vas aller, tu frapperas comme on frappe habituellement, 3 coups, un concours et 3 coups. Et puis il dit, si on t'ouvre pas, je te fais un papier, tu vas le mettre à l'intérieur. Réunion, comment c'était? Veillée de prière annulée ce soir. Bon, d'accord, veillée de prière annulée ce soir. Bon, d'accord. J'arrive à place Saint-Pierre, il n'y avait personne. Bon. Alors après, il dit, il m'avait dit, tu fileras à la gare Orléans, puis tu préviendras Trani. Bon, j'avais donc mis le bout de papier, me voilà parti encore toujours avec ma voiture à Poupon. Vers le port Saint-André, j'arrive au cours de la gare Orléans, devant la gare Orléans, je rentre dans la gare Orléans, Trani était là. Alors il me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Foucault vient d'être arrêté, alors j'ai été voir chez Drouin, j'ai prévenu le PP de Nord-sur-Herbe, et puis il m'a dit de venir te prévenir.
que vous aviez une réunion ce soir chez Robert et qu'il fallait l'annuler. Ben, il dit, oui, mais moi j'attends le colonel Devar qui vient de Paris. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, où va-t-on aller? Ben, je dis, où vous allez aller? Ben, je dis, chez moi. Maurice, en me voyant arriver, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, ce qui se passe, c'est qu'on a un ami qui vient de se faire arrêter. J'ai dit oui, parce que j'ai dit, je restais pas avec vous, c'était pas la peine, j'avais rien à faire, je vais même être avec vous. Il me dit, tu fais bien, parce qu'il y a pas mal de cosses aujourd'hui. Alors voilà. Une autre fois, alors ça c'était l'arrestation de Robert. Alors j'ai raconté l'histoire du train, l'arrestation de Robert, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Puis après ben, j'ai continué mon train-train, les fausses cartes d'identité. Alors faut dire aussi que j'avais 21 ans, 22 ans. J'avais 22 ans, mais je regrette pas ce que j'ai fait. Mais ah ben si, un jour j'avais trouvé, fallait de l'essence pour le colonel Kinley. Alors bon ben moi j'avais pas trouvé d'essence, hein. Comment voulez-vous que je trimballe des bidons d'essence, moi dans pleine ville, hein. J'avais trouvé des bons d'essence. Eh bien, il n'était pas content, monsieur, parce que je lui donnais des bons d'essence. Mais je lui dis donc, avec des bons d'essence, vous allez dans un garage de votre connaissance, puis ils vous donneront de l'essence. Hein, vous ne me voyez pas traverser la ville avec des bidons d'essence dans les bras. C'est la première fois que je répondais comme ça à un supérieur. Mesdames, là, je n'étais pas décidé à me laisser faire. C'était peu avant la libération. Un matin, il y a quelqu'un qui monte au blocos. Et puis qui dit, voilà, il dit, les Allemands sont en bas. Alors, il y avait deux jeunes filles qui avaient fait des brasses avec les filles, et puis qui étaient en train d'entourer une croix de la Libération, une croix de Lorraine, de drapeau de ruban bleu, blanc, rouge. Alors, forcément, je lui mettais vite ça sur le lit de camp qui est là, puis je me couche dessus, puis j'y mettais moi la couverture. Oh là là, les Allemands arrivent. Alors, ils disent, qu'est-ce que c'est là? Alors, j'étais un peu paniquée, elles ne répondaient pas. Alors, j'ai baissé le coin de ma couverture, puis j'ai dit, typhus. Oh là là, ils n'ont pas demandé l'argent de leur reste, ils sont partis en 4e vitesse. Ah non, on l'avait échappé, ben, ils ont dit, heureusement vous avez de la présence d'esprit, parce qu'autrement, ben, on y serait passé, hein, ils avaient des revolvers, ils nous auraient pas demandé autre chose. Puis quand le général Gaudibert est arrivé à la gare Orléans, il avait été fait prisonnier, alors je suis allé pour l'accueillir avec des supérieurs, j'ai laissé ceux-là avancer les premiers, puis quand ils ont été un peu retirés, quoi, eh bien je me suis approché, puis j'ai dit, oh mon général, je suis contente de vous voir. Alors il dit, bah oui ma petite, mais il dit seulement, il dit voilà, je reviens tout seul. Ah ben j'ai dit oui, j'ai dit, vous savez, je prends bien part à votre peine. Et puis on était dans les bras l'un de l'autre en train de pleurer tout ce qu'on savait. Alors les autres se sont approchés, ils ont dit, ben mon général, si vous voulez, la voiture vous attend. Et puis après, bon ben, ça a été la libération à Nantes. Puis après, ben, ça a été la libération de la poche de Saint-Nazaire. Alors à la reddition de la poche de Saint-Nazaire, ça s'est fait à Bouvron. Et à Bouvron, ben, j'ai assisté à la reddition de la poche. Et puis là, ben, j'étais cantonné à Guelmes-les-Paimpaux. J'étais cantonné à Guelmes-les-Paimpaux. Et le régiment était à Forêt, au château de Pontaire-Forêt sur Plessé. Et à la libération de la poche, l'abbé Carvel est monté dans le clocher de Plessé. Et comme il n'avait pas de corde pour sonner les cloches, il a sonné les cloches comme ça, comme il a pu. Il a dû taper le bâton de la cloche. Puis après, bon, ben, ça a été la boule des pins. Je suis allé à la boule des pins, je m'occupais du cantonnement, de chercher des maisons pour les officiers. Et puis, le bureau était à Stella-Maris. Mais alors, ils avaient déminé un bout de plage. J'allais bien sur le bord de la plage, mais j'allais pas dans l'eau. Donc, on m'a dit, mais pourquoi vous n'allez pas vous baigner? Ah ben j'ai dit non, parce que vous avez bien déminé la plage, mais c'est pour ça qu'il n'y ait pas une bombe dans la mer. Hein. Alors j'ai pas du tout envie de sauter en petits morceaux. Déjà quand on allait au Croisic, eh ben, j'avais peur, parce que de chaque côté on passait dans une petite route qui soi-disant était déminée, puis de chaque côté on voyait des têtes de mort. Ah ben là, j'étais pas tranquille du tout. Donc ça s'est bien passé. Puis après, ben, donc, ça a été, je suis revenu à Nantes, puis après, ben, je suis parti à Bayonne. Puis ça s'est terminé comme ça. En 1946, je suis rentré au téléphone. Puis j'ai fait ma carrière. Et voilà, l'histoire de la mère Colette.
destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.